Pourriez-vous vivre sans frigo, sans four, ou sans lumière, ou pire encore, sans téléphone portable? Bien sûr que non. L'électricité est une ressource essentielle. Pourtant, 3 milliards d'individus n'ont pas accès à des moyens de cuisson non polluants. Comment peut-on vivre dignement dans ces conditions? Des actions doivent être menées pour enrayer cette précarité énergétique. Comment faire? Existe-t-il un droit à l'énergie? C'est le sujet de cette Minute Éclair. Qu'est-ce que la précarité énergétique? L'électricité est essentielle pour répondre à des besoins aussi fondamentaux que de se nourrir et de se chauffer. Pourtant, de nombreuses personnes n'ont pas accès à une énergie suffisante pour répondre à ces besoins de base. Comment définit-on la précarité énergétique? Ute Dubois, professeur à l'Institut supérieur de gestion à Paris et spécialiste en économie et politique de l'énergie, nous éclaire. Lorsqu'on parle de précarité énergétique, on parle surtout de la satisfaction des besoins énergétiques à l'intérieur du logement. Tout ce qui concerne le chauffage et l'éclairage à l'intérieur du logement et le fait de disposer d'énergie pour produire de l'eau chaude, pour préparer ses repas et puis évidemment pour faire fonctionner ses appareils électriques et électroniques. Et contrairement à ce qu'on pourrait croire, ce n'est pas un problème qui ne touche que les pays pauvres. C'est un problème qui ne touche pas seulement les régions du monde où les populations sont privées d'énergie, donc d'accès à l'énergie, ça touche aussi des pays européens, par exemple, où l'accès à l'énergie est bien développé. Que sait-on de la précarité énergétique en Europe? La précarité énergétique touche aussi l'Europe, même dans les États les plus riches. Car la précarité énergétique est un problème qui dépasse le simple accès à la ressource. Cela peut être lié à un problème de pauvreté des personnes, donc d'insuffisance de revenus. La précarité énergétique peut venir aussi du fait de vivre dans un logement énergivore. C'est un phénomène qui peut être causé par des besoins individuels qui sont variables. Donc, par exemple, le temps que chacun passe à son domicile. Par exemple, lorsqu'on est en télétravail, comme en ce moment, mais aussi lorsqu'on est malade, âgé. Et puis, d'autres facteurs individuels peuvent aussi venir de l'âge des personnes qui influencent nos besoins de chauffage, en fait. Et bien sûr, les facteurs économiques jouent un rôle qu'on ne peut négliger. Au niveau européen, tout d'abord, il faut savoir qu'il y a environ 50 millions de personnes considérées en précarité énergétique. Donc, c'est un Européen sur 10 en moyenne. Donc, c'est un phénomène qui existe vraiment dans tous les pays d'Europe. Alors ensuite, il y a des pays où les difficultés sont plus importantes. Par exemple, dans des pays d'Europe de l'Est, où les revenus sont sont significativement plus faibles que dans des pays d'Europe de l'Ouest. Eh bien là, nous avons un problème d'insuffisance de ressources. Dans quel pays le problème est-il le plus important? Si la précarité énergétique touche l'ensemble de l'Europe, il faut toutefois comprendre que certains facteurs fragilisent davantage certains pays. On a aussi des difficultés de paiement de l'énergie qui sont présentes dans beaucoup de pays. La Grèce, par exemple, qui ont longtemps souffert des conséquences de la précédente crise économique, qui ont été très affectés par cet aspect-là, de difficultés de paiement des factures. Nous avons aussi les pays plus généralement au sud de l'Europe qui connaissent des climats chauds et où on a deux problèmes qui se conjuguent, à la fois le fait que les logements soient insuffisamment équipés en chauffage et d'autre part le fait d'être exposés à des températures très élevées en été. On peut donc noter que ce phénomène de précarité évolue sous l'effet du changement climatique. Dans ces conditions, que nous réserve l'avenir? Bref, la précarité énergétique peut se retrouver partout, mais sous des formes différentes selon les conditions économiques et climatiques. Tiens, en parlant de climat, y a-t-il un lien à faire entre précarité énergétique et changement climatique? Plus généralement, le changement climatique va nécessiter des adaptations de notre part, puisque d'une part, on va avoir affaire à des épisodes de chaleur extrême en été dont il faudra se protéger, et d'autre part,
le dérèglement climatique s'accompagnera aussi d'épisodes de froid intense en hiver, et donc l'isolation des logements va être extrêmement importante. Mais il ne s'agit pas seulement de s'adapter au changement climatique. Il faut aussi essayer de les prévenir en diminuant notre consommation d'énergie, ce qui passe par la question des logements. En matière de logement, il faudra notamment faire un effort très très important sur l'isolation des logements de manière à ce qu'ils consomment le moins d'énergie possible. Quels seront les effets en termes de précarité énergétique ? La précarité énergétique est donc une question préoccupante, d'autant plus qu'il est difficile de cibler les personnes qui vivent dans cette précarité. Le ciblage des rénovations thermiques vers des personnes qui sont en précarité énergétique et qui sont donc les publics pour lesquels il est le plus difficile de faire ces rénovations, eh bien ce ciblage-là ne se fait pas toujours. Et du coup, les personnes en précarité énergétique peuvent être les oubliées des mesures de rénovation. Un droit à l'énergie serait-il une solution ? Pour permettre de s'assurer que personne ne soit oublié, justement, certains mettent de l'avant un droit à l'énergie, tout comme il existe un droit à l'eau. En fait, ces services énergétiques, eh bien, ils permettent de travailler chez soi, de suivre des cours, d'entretenir des relations sociales. Donc, c'est extrêmement important, et on le voit particulièrement dans la période actuelle, de pouvoir accéder à cette énergie et de ne pas être coupé, même quand on a peut-être des difficultés à payer cette énergie. Alors, pour l'instant, il n'y a pas en Europe un droit opposable à l'énergie. Cela étant, on a quand même en France, par exemple, certains éléments qui suggèrent qu'il y a un droit à l'énergie. Puisqu'en fait, le Code de l'énergie en France stipule depuis 2015 que la politique énergétique garantit la cohésion sociale et territoriale en assurant un droit d'accès de tous les ménages à l'énergie sans coût excessif au regard de leurs ressources. Alors en pratique, ce droit, dans le cas français, c'est souvent un droit à être aidé lorsqu'on est dans une situation de revenus faibles. Donc par exemple, en France, on a un chèque énergie qui permet d'aider les personnes pour le paiement de leurs factures d'énergie. Et par ailleurs, ces publics donc identifiés comme vulnérables sont protégés, par exemple, contre les coupures pendant la période hivernale. Mais reconnaître un droit à l'énergie, ça nécessite de se poser plusieurs questions. Ça supposerait évidemment de réfléchir à tout un ensemble de questions pratiques. Par exemple, qui devrait avoir ce droit à l'énergie ? Est-ce que ça devrait se matérialiser par un droit de chacun à une certaine quantité d'énergie ? Comment est-ce que cette quantité serait définie ? Qui financerait ce droit à l'énergie ? Et comment faire en sorte que les droits et les devoirs de chacun dans un tel système soient définis de manière juste, c'est-à-dire de manière à prendre en compte les besoins de chacun qui sont différents. Bref, on l'a vu, la précarité énergétique et le droit à l'énergie sont des questions complexes qui nous font passer du climat au logement en passant par le revenu et le prix de l'énergie. Mais une chose est sûre, les services que nous procure l'énergie sont essentiels. D'ailleurs, ne devrait-on pas plutôt parler d'un droit à des services énergétiques modernes ? Car ce n'est pas seulement d'électricité, de pétrole ou de gaz naturel dont j'ai besoin. Ce qu'il me faut, ce sont les services qui sont associés à l'utilisation de ces énergies comme le chauffage, l'éclairage et les communications. En 2002, le Comité des droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies a consacré le droit à l'eau pour tous. Il considère que le droit à l'eau est nécessaire pour satisfaire le droit qu'a toute personne de jouir du meilleur état de santé physique et mentale qu'elle soit capable d'atteindre. Et le droit de toute personne à un niveau de vie suffisant. Mais comment penser atteindre un niveau de vie suffisant sans eau chaude et sans contact avec le monde extérieur ? Alors, à quand la reconnaissance d'un droit universel à des services énergétiques modernes ?